À l'heure où il est bon de s'interroger sur les relations entre l'art et la philosophie, comment ne pas se demander s'il existe aussi une corrélation entre l'impact de la pensée philosophique et le physique de celui qui l'émet? En d'autres termes, faut-il être beau pour être entendu? Ça fait un sujet de philo, hein. Il a beau s'en défendre, son apparence a fait son succès autant que son œuvre, avant de lui être aujourd'hui reproché. Il est l'intellectuel français le plus lu dans le monde, mais que les journalistes ici adorent détester en s'attachant plus à son style de vie, son portefeuille, ses chemises ouvertes, qu'à sa pensée fulgurante et ses combats pour la liberté. Ne fermez pas votre chemise. Et pour la liberté et les droits de l'homme. Dès hier, en recevant son épouse Ariel Dombal, nous étions partis sous le soleil de Provence, à Saint-Paul-de-Vence, où ils se sont mariés. Un village connu pour sa colombe d'or et pour sa fondation MAG. Là où pour la première fois il devient commissaire d'une exposition, Les Aventures de la Vérité, qui est aussi un livre catalogue publié chez Grasset. Nous recevons ce matin Bernard-Henri Lévy. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous présentez donc Les Aventures de la Vérité, un livre catalogue chez Grasset qui accompagne cette exposition d'art de la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence. C'est jusqu'au 11 novembre. Comment est né au fond ce projet et ce projet de mettre en relation l'art et la philosophie? Elle est née du fait d'abord qu'il y a un moment où on en a un peu marre de l'actualité, c'est-à-dire au fond de la mort. Parce que l'actualité, quand on écoute la radio, c'est mortifère. Et l'art, c'est la vie. L'art, c'est la beauté. L'art, c'est la respiration. Alors, c'est une dimension de ma vie depuis toujours, mais j'ai eu envie, cette fois-ci, de m'arrêter pendant 2 ans. Je n'ai fait que ça. Que ça pendant 2 ans. Que ça pendant 2 ans. D'aller chercher des chefs-d'œuvre de tous les temps dans tous les plus beaux musées du monde et les plus belles collections du monde et de les présenter dans ce lieu magique. Et les gens vous les ont donnés? Je trouve ça formidable. Vous avez fait votre marché dans les musées du monde entier. Et les gens disent bonjour, c'est Bernard-Henri Lévy. Alors je veux ça, ça et ça. Et les gens vous les prêtent. C'est pas tout à fait comme ça, mais comme il y avait un projet derrière, comme je ne demandais pas juste qu'on me prête ça par caprice, mais que je voulais raconter une histoire à travers ses œuvres, cette exposition à la Fondation MAG. Et ce livre chez Grasset, c'est comme un film, c'est comme un roman. Mais un roman dont les séquences sont des tableaux de Cranach l'Ancien, de Tintoret ou d'artistes contemporains. Vivants. Voilà. Donc il me semble que la plupart de mes interlocuteurs, sinon tous, ont trouvé que c'était intéressant de participer à cette aventure qui est, qui a dû leur sembler un peu étrange. Un peu folle, mais incroyable. Mais comment vous les avez choisis, ces œuvres? C'est-à-dire que vous avez d'abord travaillé en amont pour savoir comment les mettre en relation ces œuvres et puis la philosophie, et ensuite vous êtes allé les chercher. C'est plus compliqué. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a d'abord des œuvres que je connais depuis toujours et dont je rêve depuis que je suis enfant. Il y a un Picasso, par exemple, que je connais depuis toujours. Il y a une œuvre que j'avais vue en 1967. C'est une petite Pietà de Cosmetura, dont parle l'écrivain Antonin Artaud, dont j'étais très très fan quand j'étais jeune homme, que j'ai vu en 67 dans un voyage initiatique en Italie. Et je ne savais plus où, donc je l'ai cherché. Je raconte ça dans le journal du livre. Le corps du livre, c'est un journal de bord où je raconte l'aventure de cette exposition. Comment ça se passe? Les trucs qui arrivent, voilà, les refus parfois. Tout ce que personne ne dit jamais. Absolument. Toutes les coulisses du expo. Comment on fait une expo, voilà. Les gens vont voir l'exposition. Il y a un côté aventurier, d'ailleurs. C'est bien le titre, Les Aventures. Il y a un côté l'Arche perdue. Sauf que l'Arche perdue, là, en l'occurrence, c'était ce chef-d'œuvre de la Renaissance italienne que j'avais vu en 67, dont j'avais gardé le souvenir, que j'avais oublié, je ne savais plus où. J'ai refait un grand nombre de musées italiens jusqu'à ce que je le trouve à Venise. Et là, évidemment, j'étais bouleversé d'émotion et j'étais prêt à me damner pour avoir le droit. Ça s'est fait depuis longtemps. Damner, oui. oui. Mais je suis un gentil damné. Mais pour avoir le droit de le reproduire dans mon livre et de l'exposer sur les 6 messes de la Fondation MAG. Sur le fond, Bernard-Henri Lévy, la philosophie comme l'art, pour vous, de ce que j'ai lu de votre livre, je n'ai pas encore vu l'exposition, sont 2 manières de rechercher la vérité. Oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher de trop intellectualiser l'art? Parce que qu'est-ce que vous faites de la beauté et de l'émotion? Est-ce que l'art, vous dites, c'est pas que de la beauté, c'est de la vérité? C'est les deux. Je pense que l'art rend intelligent. Quand on aime l'art, quand on regarde l'art, quand on s'attarde devant une œuvre d'art, je
je crois que c'est pas seulement de l'extase esthétique, c'est pas seulement de l'émotion, c'est aussi une intelligence nouvelle de la condition humaine. Quand je suis face à l'Adam et Ève de Cranach l'Ancien, que j'ai eu la chance d'avoir grâce à la générosité du musée de Besançon, ben, écoutez, sur la question du désir, de ce qui se passe entre un homme et une femme, de la sexualité, je pense que ça en dit au moins aussi long, cette œuvre-là, qu'un livre que l'histoire de la sexualité de Michel Foucault, par exemple. Et ainsi de suite. Donc pour moi, les deux vont de pair. Et chacune des 160 œuvres qui sont dans cette exposition, elles ont la double vertu d'être très belles, émouvante, bouleversante, mais de dire une vérité. Mais de dire aussi quelque chose aux femmes et aux hommes de ce temps sur leur souffrance, sur leur bonheur, sur leur raison d'espérer, sur leur raison de perdre parfois espoir. Elle nous raconte tout ça. Et comme l'art n'a pas d'histoire, comme l'art est de tous les temps, l'art est d'une modernité incroyable. Là, il y a dans l'exposition, il y a par exemple cette Pietà dont je vous parlais et une Pietà de Yann Fabre, qui en est l'exacte reproduction en marbre de Carrare. Je ne sais pas si Fabre le savait, mais il y a une espèce comme ça de carambolage à travers les siècles. Deux artistes à 5 siècles d'intervalle affrontent les mêmes questions et y apportent des réponses voisines. Pourquoi ? Parce que c'est des questions éternelles de la condition humaine, parce que c'est qu'est-ce qu'il en est du mal, qu'est-ce qu'il en est du bien, qu'est-ce qu'il en est de la mort, et ainsi de suite. À la bonne heure, les rumeurs du net. C'est un certain nombre de rumeurs que j'ai trouvées sur le net. Vous me dites c'est vrai, c'est faux. Première rumeur, vous tiendriez un journal intime mais vous refusez qu'il soit publié. Vrai. C'est vrai. Oui. D'accord. Deuxième rumeur, vous seriez ceinture noire de judo. Vrai. Oui, c'est pour ça que je vais éviter de dire du mal. Oui. Parce que moi pas. Si j'avais su. Oui. Bah, il y a une table qui vous sépare, Régis. Troisième rumeur, quand vous écrivez, vous aimez être nu. Vrai. Mais c'est pas inconfortable. Bah pardon. Non, c'est pas mal. Vous pouvez nous faire une dédicace là tout de suite? Bah, Raphaël. Ah bah écoutez, profitons-en. Vous avez c'est terrible. Sentiment de liberté, ne pas être ligoté. Oui, oui. Ah bah, c'est bien. Quatrième rumeur, vous lisez toutes les critiques qui vous concernent? Non. Non, vous lisez pas. Je les lis rapidement. Enfin, ça dépend lesquels. Ça vous touche? Les critiques approfondies de gens que je respecte, évidemment, je les lis avec dévotion. Les critiques du genre de celles dont parlait Patrice Guermouze, honnêtement, je les parcours. Il paraît que vous carburez au thé Earl Grey. Faux. 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 Ah ben voilà. Thé vert. Thé vert. Thé vert. Ah, thé vert. Detox. Vous seriez obsessionnel en matière de nourriture. Faites très attention à ce que vous mangez. Ah vraiment pas, je mange n'importe quoi. Ah vraiment? Ah mais vraiment n'importe quoi. Comment vous expliquez cette silhouette par le feu intérieur. Le feu intérieur. Ça brûle les calories. Mais vraiment, le feu intérieur. Ah non, voyez, Daniel. Non, je suis un désespoir pour les diététiciens. Ah bon. Bien qu'ayant fait 15 ans de piano, vous seriez plutôt insensible à la musique. Je n'en écoute jamais. C'est ce que nous disait votre épouse hier et ça la désole. Non, parce que je l'écoute elle. Elle. Ah ben, c'est au-delà de la musique, c'est la voix, une voix divine. Voilà. Vous auriez été décoré en Bosnie, mais vous auriez refusé la Légion d'honneur. En France, oui, exact. Et pourquoi? Parce que je n'ai pas envie, parce que je pense ma conception de la liberté de l'écrivain est là, ne pas se faire décorer par son État, par l'État de son pays, dont on peut penser du bien, dont on peut penser du mal, que l'on peut être amené à interpeller parfois très violemment. Je ne sais pas, j'aurais été décoré par François Mitterrand, par exemple, avant, dans les années 81, etc. Arrive la guerre de Bosnie, où je pense qu'il se conduit très mal. De quoi j'aurais eu l'air, avoir été décoré par lui et lui balancer tout ce que je lui ai balancé à l'époque, et ainsi de suite. Donc non, Nicolas Sarkozy, je me suis retrouvé avec lui au moment de la guerre de Libye, j'étais en revanche très très opposé à lui quand il a reçu Kadhafi. Comment on se retrouve? Mais on ne peut pas passer son temps à recevoir le ruban et le renvoyer. Et à le renvoyer. Donc j'ai réglé le problème une fois pour toutes. Ne pas l'accepter. Je ne reçois pas le ruban. En revanche, la Bosnie, c'est différent. C'était... D'abord, on me le donnait... Il y a Général Morillon et vous. Voilà. C'est pas mal. Et on me l'a donné pour de vraies raisons, à cause du rôle qu'ils estimaient que j'avais un peu joué pendant cette guerre. Ça me faisait vraiment plaisir. Dernière rumeur, vous ne portez jamais de cravate parce que vous avez le sentiment d'étouffer. Exact. Et vous dormez dans une chambre froide. Je veux dire, dans une chambre... non, vous ne dormez pas dans un réfrigérateur, je veux dire. Mais dans une chambre plutôt froide. Presque, oui. Presque, c'est-à-dire, fenêtre ouverte et si possible en dessous de 15 degrés. Quoi, oui. Ah oui, bien. Oui, très froid. Ça conserve, visiblement. Voilà le secret.